parti. Super. Donc, tout d'abord, on le disait, l'IA, ça va à vitesse grand V. C'est plus maintenant une question de est-ce que ça va avoir un impact ou non dans nos organisations. C'est déjà commencé. Maintenant, c'est à quelle vitesse ça va avoir un impact. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous prenez le taureau par les cornes. Vous êtes des leaders proactifs et c'est génial. Donc, c'est super pour ça. La réalité du temps, du terrain aujourd'hui, c'est que 70% du temps des professionnels RH est encore investi à des tâches administratives. C'est basé sur une étude qu'on a menée auprès de plus de 200 dirigeants RH, euh, en fait en 2025-2026, répartis dans différentes provinces canadiennes. Le constat était le même, hein, qu'on soit en Ontario, qu'on soit au Québec, il y a encore une part significative du travail RH qui est relié à des tâches administratives. En lien avec ça, l'IA va certainement pouvoir désengorger une partie de ce travail-là parce que, bon, hein, les professionnels RH sont pas devenus des professionnels RH pour accomplir des tâches administratives, mais bien pour amener les organisations plus loin, d'avoir des projets porteurs. Les RH aujourd'hui, ben, sont tiraillés entre deux priorités, deux réalités, hein. D'un côté, on veut renforcer la culture, l'expérience humaine. On veut justement que les individus, les employés soient heureux au travail, se sentent considérés. Puis de l'autre côté, ben, on veut tirer le maximum de chaque individu. On veut mettre en place des systèmes pour l'organisation qui vont permettre à l'organisation d'être plus efficace, de livrer davantage. C'est un tiraillement qui existe depuis bien avant l'IA et qui va se poursuivre. Maintenant, en termes d'agenda aujourd'hui, au niveau de notre petite jasette, comme on disait, ben, on va faire tourner ça autour de 8 angles, 8 questions. Et ces questions-là devraient couvrir, ratisser assez large. Donc, allons-y d'abord avec la première question pour Pamela. Donc, Pamela, bon, tu es cofondatrice de GoRH, tu interviens auprès de nombreuses organisations au Québec. Quels sont les signaux les plus marquants que tu observes en ce moment dans la façon dont tout ça affecte concrètement les RH? C'est sûr que, puis Stéphane, j'aimais beaucoup ton introduction, tu sais, où on parle vraiment de tiraillement entre, tu sais, l'efficacité opérationnelle, tout ça, puis de garder la proximité, l'humain. Donc, c'est clairement, je pense, des volets intéressants d'entrée de jeu là, avec le thème de ce midi. Ce qu'on voit, c'est pas d'être en retard, là, de l'utiliser ou pas, d'avoir emboîté le pas. Je pense que ce qui est le plus marquant, c'est de voir qu'il y a effectivement une bonne proportion des individus dans les équipes qui l'utilisent de façon personnelle, professionnelle, mais en n'ayant pas du tout de cadre. Donc, c'est clairement de l'improvisation. Finalement, on essaie toutes sortes de choses, que ce soit Chat, Gemini ou Copilot ou même Claude, là. Donc, pour ne nommer que ceux-ci. Et puis, ben, c'est dans ce flou-là, dans ce manque de clarté-là, qui amène justement toutes sortes d'enjeux qu'on va parler ensemble ce midi, parce que j'imagine qu'on va toucher ce volet-là dans la discussion. Parce que c'est ce sur quoi qu'on aimerait justement que les gens ce midi repartent avec, bon, oui, il y a des défis, il y a des enjeux, il y a des drapeaux rouges là, pour lesquels on doit accorder beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, c'est d'éliminer ce flou-là. Et on avait même là, sorti des statistiques là, de notre côté, puis on se disait, hey, on peut-tu avoir une proportion justement de qui utilise l'intelligence artificielle et qui ont réellement une politique à l'interne et de vous dire comment une proportion d'utilisation était quand même intéressante. Donc, bon nombre de salariés vont l'utiliser. On parle ici d'ailleurs effectivement de 79% qu'on en avait discuté. Puis on a à ça peut-être un 25% là, de ces gens-là qui vont avoir une organisation, qui vont avoir mis leur STEM, qui vont avoir confirmé l'utilisation de certains outils avec encadrement éthique et tout ça, évidemment. Mais l'enjeu ici n'est pas est-ce que je suis en retard, mais c'est est-ce que j'ai emboîté le pas? Si oui, est-ce que je me sens encadrée? Est-ce que je sens que j'ai des orientations claires par rapport à ça? Donc, j'ai amorcé la discussion avec ce constat-là, moi, Stéphane.
Oui, puis c'est un bon point, hein. Tu sais, en même temps, comme employeur, on veut pas freiner nos agents de changement au sein de l'entreprise. Donc, ceux qui, justement, adoptent les nouvelles technologies, veulent essayer, faire des itérations, etc. Donc, on veut pas les freiner, mais en même temps, il faut les outiller adéquatement. Puis, vient de là, d'abord et avant tout, l'intention de se former, de s'auto-former, hein, parce que les leaders RH, vous êtes euh, à l'avant-garde de tout ça. Vous essayez de justement prendre le taureau par les cornes, de diriger, de leader le changement et l'adoption technologique dans l'entreprise. Mais il y a personne, vous, pour vous former et vous leader. Donc, c'est par le biais de podcasts, de conférences comme aujourd'hui que vous pouvez le faire, mais également en prenant du temps dans votre calendrier, chose qui n'est pas facile à faire, pour apprendre justement sur les différents outils, sur les bonnes politiques à mettre en place, puis enfin de déterminer un encadrement. Donc, on va sauter dans notre deuxième question, Pamela. Justement, bon, quels sont les grands défis, les risques en lien avec tout ça? Puis, tu sais, il faut le faire avec discernement, évidemment, l'adoption de l'IA, comme on le mentionnait tout à l'heure. Oui, ben effectivement, un des défis, tu l'as quand même touché un petit peu, là, Stéphane, il y a quelques minutes, mais tu sais, quand on parle de, c'est pour les gens qui sont avec nous ce midi, c'est quoi votre rôle, votre posture? Donc, si pour la plupart, on est des gens RH ensemble là, pour ce thème-là, ben, c'est de savoir est-ce que dans un des premiers piliers, je trouve là, d'un risque ou d'un défi et de clarifier ça. Donc, tu sais, si la personne en RH va être l'architecte un petit peu là, de concevoir un encadrement, une politique, de gérer le changement, puis je veux dire, la transformation, là, tu sais, par rapport à l'intégration de l'IA dans les équipes de travail. Donc, ben oui, je pense qu'il faut confirmer à qui revient ce rôle-là ou un comité, hein, ça peut être ça aussi. On peut avoir des gens TI sur le comité, on peut avoir des membres de la direction, des gens RH, mais qui porte le flambeau, finalement, je pense que ça ici, au niveau de la posture, c'est important. On sait quand même qu'on est dans un contexte précaire au niveau de la santé psychologique. Il peut y avoir de la surcharge. Il peut y avoir aussi une rareté de main-d'œuvre qui fait qu'on fait déjà beaucoup avec moins de personnes. Donc, tu sais, il faut aussi être capable de savoir mesurer. Est-ce que nos gens sont prêts? Est-ce que c'est une transformation qui doit se faire davantage par petites bouchées? Ou encore, on est vraiment prêt, on est rendu là, on a une culture qui va vraiment bien s'adapter à l'intégration de l'IA. Donc, tu sais, il faut quand même savoir évaluer là où on en est comme organisation, puis aussi la maturité de la culture organisationnelle en lien avec les technologies, cet apprentissage-là, puis ce changement des fois de rôle, de posture que ça apporte. Donc, c'est un premier pilier pour moi au niveau du défi. Le deuxième, je vais l'amener au niveau de la communication, de la clarté là ce défi-là. On a parlé quand même de la clarté tout à l'heure, de dire bon, est-ce que l'organisation aujourd'hui se positionne ou se positionne pas? Peu importe la décision, peu importe l'angle que on amène, l'organisation doit statuer, doit communiquer, puis doit amener avec clarté pourquoi cette position-là. Donc, tu sais, des fois, on rencontre des clients chez GoRH, puis on se dit, ah, puis si vous n'êtes pas prêt cette année, laissez aller 2026, c'est correct. Annonçons aux équipes que ça ne sera pas cette année qu'on va emboîter le pas concrètement dans l'IA. On va y aller peut-être en parcimonie et c'est correct comme ça. Ça évite le flou, ça évite les zones grises et justement l'utilisation à la cachette. C'est pas ça qu'on veut nécessairement. Puis si finalement l'utilisation va être plus confirmée, plus encadrée en 2027, bien les gens vont déjà être emballés, vont être engagés d'y contribuer là, lorsque le temps sera venu. Donc communication, clarté pour moi, c'est un autre pilier important du défi là, qui se pointe le bout du nez ou qui est déjà peut-être parlant à des gens avec nous ce midi. Ensuite, ben évidemment, on va parler de discernement parce que ce que nous amène l'IA, évidemment, la rapidité, on en a parlé d'entrée de jeu par rapport aux opérations et tout, mais quand même, ce qu'on va mettre à l'intérieur de la machine va ressembler à ce qu'il va nous redonner après, hein. Donc là, il faut vraiment être vigilant dans comment on va transiger dans nos opérations, dans l'utilisation de nos données, de l'information. Puis quand on reçoit la réponse, le document ou peu importe ce qu'on a demandé à l'IA, ben est-ce qu'on
qu'on est en mesure de faire preuve suffisamment de discernement pour être capable de, des fois, ça peut être bonifié, remettre un petit peu nos couleurs par rapport à ce qu'on lui a demandé. Donc, pour moi, c'est un troisième pilier au niveau je vais dire, l'encadrement ou du moins le discernement là, qu'on peut avoir au niveau de la donnée. Puis, un autre temps, tu sais, si j'avais un exemple à donner par rapport au discernement, tu sais, des fois, je vais voir des coquilles qui sont comme, je dirais, facilement là, détectables, là, puis que je vois que la personne s'est pas donné la peine. Tu sais, quand on pense à des documents où c'est pas le bon nom d'employé qui est sur le document, pas le bon nom de client, ou encore on fait une réponse courriel à un candidat par exemple, puis on nomme pas nécessairement la bonne situation pour laquelle je dois lui faire un retour. J'avais d'autres situations aussi qui me venaient en tête là ce matin que j'ai vu dernièrement, de répondre à une situation un petit peu plus conflictuelle ou sensible avec un groupe d'employés ou un groupe de collègues, puis finalement de voir apparaître la séquence qu'on a demandé à l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, pour moi, c'est des écarts qui ne doivent surtout pas arriver. Qu'est-ce que ça fait? C'est l'effritement du lien de confiance, c'est la perte de jugement d'un individu ou d'une équipe, et c'est là que la crédibilité peut en prendre un coup, donc au niveau du discernement. Puis, après, ben, on va avoir un autre risque qui, pour moi, serait davantage à comment on adopte l'utilisation. Tu sais, est-ce qu'on est très naïf puis qu'on pense que tout ça va régler tous nos problématiques puis que maintenant on se donne plus la peine, tu sais, de prendre de l'attitude, d'avoir un niveau stratégique puis pour tout et pour rien, on vient vraiment questionner l'IA. Je pense qu'il faut quand même avoir une lunette, tantôt on parlait de discernement, mais une lunette aussi éthique puis de voir aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un professionnel RH, de voir c'est quoi notre réelle valeur ajoutée. Je pense que c'est là aussi qui va faire foi de tout dans les paramètres qu'on va utiliser ou pas l'intelligence artificielle dans nos rôles respectifs. Il y a beaucoup de matière dans ce que tu viens de mentionner. Ça me fait penser à un exemple que j'ai vu passer sur les médias sociaux il n'y a pas si longtemps. Euh, En fait, il y a un candidat qui appliquait, qui postulait sur un rôle dans une entreprise aux États-Unis et en fin de course, finalement, il n'a pas été retenu. Ceci dit, l'employeur en question, ben, quand lui a envoyé le message de refus, a utilisé l'IA pour rédiger ce message-là. Donc, a demandé à l'IA, ben, est-ce que tu peux envoyer un message chaleureux, comme quoi le candidat vraiment a été hautement considéré, mais finalement n'a pas été retenu? Euh, et a envoyé le tout au candidat. Ceci dit, ils ont oublié de retirer le prompt. Et le candidat en question ben, a décidé de publier ça sur les médias sociaux, puis ça a été repartagé des milliers et des milliers de fois. Donc, vous imaginez l'impact que ça a pu avoir sur la marque employeur de cet employeur-là. Donc, l'utilisation de l'IA vient avec une responsabilité justement de d'avoir un jugement humain sur le résultat fourni. Euh, Garbage in, garbage out, un peu comme tu le disais, Pamela, hein, parce que on peut maintenant plugger, connecter l'IA sur différents systèmes avec des liens MCP. Puis là, je veux pas tomber dans le technique, API et autres. Maintenant, l'IA ben, va se baser sur ces sources de données-là pour bâtir sa réflexion puis fournir des recommandations. Mais si la source à la base est pas bonne, ben on prend un risque de s'en aller dans la mauvaise direction. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est de l'anxiété, hein. Je pense que tous et chacun, dépendamment de notre niveau de littératie informatique puis de littératie IA, on éprouve des émotions présentement par rapport à ce changement-là qui est massif. On n'a jamais connu un changement si grand là, dans l'humanité dans les 100 dernières années. Je pense que c'est normal de vivre des émotions, de l'anxiété, euh, puis d'y faire face, hein, ultimement, puis de se donner le temps d'apprendre, puis d'adopter tout ça. Puis comme tu le disais, même si c'est reporté en 2027, mais avec un meilleur encadrement, ben pourquoi pas. Donc voilà, je voulais simplement rajouter mon petit grain de sel sur tes quatre piliers, Pamela. Je ne sais pas si tu avais des commentaires additionnels avant qu'on passe au sujet suivant. Ben non, merci de l'ajout. Puis en fait, j'aurais tendance peut-être à résumer les quatre piliers pour ceux qui sont avec nous, quoique chacun va recevoir le, l'enregistrement puis la documentation, mais on parle vraiment de la posture du rôle. Ensuite, on avait toute la notion de communication, clarté. On avait l'encadrement de la donnée, évidemment, puis de l'information. Toute la notion de risque aussi au niveau de
je vais le dire, déshumanisation de nos pratiques, donc de laisser tomber la valeur ajoutée du RH et d'utiliser pour tout puis pour rien. Donc, un petit recap là, des quatre piliers, mais qui seront évidemment abordés aussi dans d'autres angles tout au long du dîner. Puis, food for thought, petite idée comme ça, mais c'est drôle à quel point on ramène constamment l'humain quand il est question de parler d'IA. Hein. Donc, fait que, tu sais, Oui. je pense pas que l'humain est prêt de disparaître. Au contraire, je pense que le but de l'IA, c'est de d'améliorer l'efficacité de l'humain. Mhm, tout à fait. Euh, Justement, parlons des côtés plus positifs. Quelles sont les opportunités les plus significatives du virage? Euh, et comment ça permet d'élever le rôle de la profession RH? Je fais le pas sur l'humain. Clairement, je pense que pour un rôle RH, peu importe si on est dans un rôle de direction ou encore un rôle de conseil ou partenaire RH, je pense que ça nous permet de demeurer dans une chaise très humaine. Donc, de garder vraiment nos interventions, notre proximité, notre qualité par rapport à notre rétroaction, à nos interventions diverses là, dans nos différents rôles. Donc, ça nous permet de garder un temps précieux pour ça, d'aller vers de la stratégie aussi. Ensuite, un autre élément qui pour moi est très, très, très favorable, on en a parlé aussi d'entrée de jeu, ben, c'est l'économie de temps là, au niveau de l'administratif, au niveau des tâches peut-être un petit peu plus, on va dire, récurrentes ou tu sais qu'on fait là de façon je vais dire à une grande proportion là puis tu sais votre pourcentage m'a quand même étonné là mais effectivement on a une bonne bouchée là administrative dans les fonctions RH donc ça c'est pour moi un avantage qui est nettement considérable puis en troisième lieu j'aurais tendance probablement à nommer ce que je trouve intéressant, c'est ça augmente la qualité, je trouve, de nos prises de décision parce que on a accès à une donnée à l'analyse d'une donnée aussi qui nous amène parfois à un autre niveau de réflexion. Oui, il y a l'économie de temps là, de l'analyse, c'est bien sûr, mais je pense que l'IA peut nous amener des angles qu'on n'a pas nécessairement pensé. De par notre profil de gestion, de leadership, tu sais, des fois, on va axer nos façons de penser, on va axer notre intérêt dans l'analyse sur certaines données, certains facteurs, alors que quand on vient s'appuyer de temps à autre avec l'IA, ça nous amène vraiment d'autres facettes super intéressantes. Puis on gagne en richesse, tu sais, au niveau après ça de nos interventions, de nos stratégies qu'on peut mettre en place, de l'orientation un petit peu différente qu'on peut amener dans toutes sortes de volets RH qu'on a à transiger au quotidien. Donc pour moi, c'est l'élément qui est le plus, c'est les éléments plutôt qui sont le plus parlants. Après, ben les soft skills, tu sais, notre relationnel, notre savoir-être, ben c'est ce dont c'est ces éléments-là qui vont demeurer distinctifs pour nos fonctions sur du long terme, bien sûr. Puis même au niveau des soft skills, il y a possibilité d'utiliser l'IA pour s'aider, que ce soit les rappels d'anniversaire ou l'envoi de messages pour les anniversaires ou souligner d'autres bons coups et événements. Donc, certains professionnels RH vont utiliser ça justement pour multiplier leurs efforts puis ajouter des petits points de contact personnalisés là, avec les employés. Ben oui, puis c'est un superbe exemple parce qu'effectivement, tu sais, de souligner des anniversaires ou autres, ben tu sais, c'est quelque chose qui est un petit peu sur le repeat, évidemment, qui vient, malheureusement, on vieillit une fois par année, donc c'est sûr que d'avoir un petit repeat par rapport à ça, c'est intéressant. Mais quand on parle d'opération, tu sais, puis de gain de temps, c'est aussi banal que il y a jadis qu'on avait à construire un profil de poste pour faire un affichage de poste, puis de faire un visuel intéressant là, pour ça. Ça pouvait nous prendre, tu sais, quelque chose comme 2 heures, là, juste à manipuler, tu sais, tout ça, l'application, le système qu'on utilise. Alors qu'aujourd'hui, à l'intérieur de 2 minutes, on peut avoir une V1 très, très, très intéressante, une première version, puis ensuite, on vient bonifier, évidemment, là. Mais le gain de temps est nettement intéressant. Puis, je rencontrais aussi l'autre fois, dans un groupe de formation que j'avais, quelqu'un qui travaille en ressources humaines, mais qui a postulé sur un nouveau rôle qui était analyste d'affaires et de données RH.
Donc, clairement, c'est des rôles qui voient le jour aujourd'hui, qu'on avait plus ou moins avant. Donc, d'être capable, puis je me suis intéressée évidemment à ce nouveau rôle-là, je lui ai posé beaucoup de questions, puis c'était de naviguer avec l'intelligence artificielle, d'être capable d'aller chercher un volume d'informations, de données. Évidemment, c'est une entreprise qui était quand même d'envergure, plusieurs centaines, voire même, je pense, milliers d'employés, mais quand même, elle avait accès à accumuler beaucoup d'informations et de faire des fils conducteurs intéressants, parfois sur l'analyse de questions récurrentes dans l'équipe, sur les conversations, les chats et autres. Donc, elle avait analysé ça. Évidemment, bon, on parle de climat de travail, de sondage ou de diagnostic qu'on peut faire aussi périodiquement dans l'année ou à certains moments de phase là, de croissance ou d'évolution de l'entreprise. Son rôle, c'était ça. C'était vraiment de tracer des lignes conductrices pour être capable de bien orienter les équipes de direction. Donc, très intéressant. Ça fait partie des nouveaux rôles hein, qui voient le jour avec l'intelligence artificielle. Ouais, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, ben, je pense que c'est une belle opportunité pour les professionnels RH de se positionner encore davantage comme étant des experts stratégiques dans les organisations, justement en étant proactifs, en menant le changement plutôt que de le subir par les autres équipes de direction. Tout le volet conception des systèmes dans l'organisation, de ce qui va être utilisé d'un point de vue technologique et autres, ben, vous pouvez être au devant de ça. Euh, Puis on parle d'opportunités à saisir. C'est évident que les quick wins, ben, c'est tout ce qui a un impact élevé avec un risque faible, hein. Donc, tout ce qu'on peut automatiser ou créer un agent IA pour le faire, bon, on va cibler d'abord tout ce qui est à faible risque, qui ne nécessite pas un jugement humain finalement, puis qui peut avoir une répercussion sur le temps sauvé. On le voyait justement, là, une petite statistique, je te laisse peut-être la mentionner avant qu'on enchaîne là, sur la slide suivante. Oui, donc, tu sais, chez nous, on estime, là, dans l'équipe de recrutement, là, qu'on a économisé, là, un pourcentage qui avoisine de 33% autour d'eux, là. Donc, de l'affichage jusqu'à l'entrée en fonction d'un candidat, c'est considérable comme gain de temps. Et ça, c'est uniquement par l'automatisation, par l'utilisation, là, de l'IA pour certaines sections, là, du recrutement dans le processus. Donc, ça n'enlève en rien qu'il y a des rencontres en personne ou en virtuel. Donc, tout le volet humain est encore bien présent, mais que l'on parle du tri de CV, que l'on parle de réponses automatisées avec vigilance, là, pour reprendre ton exemple, mais quand même aux candidats, candidates. Donc, tous ces petits points de contact-là qui ont été analysés, comment on pourrait le faire avec bienveillance, puis avec rigueur, avec l'intelligence artificielle, nous a permis d'avoir ce genre d'économie-là. Puis l'autre fois, j'écoutais quelqu'un parler de l'IA, puis il disait, hey, moi, j'ai deux ligne conductrice. Donc, tu sais, si une tâche peut être faite à l'intérieur de 2 minutes, ça veut dire que pour moi, je peux quand même me faire accompagner avec l'IA pour ça. Et si mon enfant de 12, 13, 15 ans est capable de faire la tâche dans mon rôle, là, ben j'imagine que l'IA pourrait être certainement un appui pour moi dans ma fonction. Donc, tu sais, je le nomme ce midi parce que je trouvais ça intéressant, cette façon de penser-là, des fois pour tracer la ligne, qu'est-ce que je peux me faire accompagner ou pas, ou m'appuyer là, au niveau de l'IA. Une espèce d'échelle de décision, là, Oui. finalement. Ouais, c'est génial. Euh, bon, ben ensuite, on va aller à notre question suivante. Certaines organisations vont très vite, d'autres sont plus prudentes. On le voit dans nos données, l'écart se resserre, ceci dit. Comment les RH peuvent-ils aider leur organisation à se positionner, baliser le terrain, décider quand avancer, mettre des garde-fous? Qu'est-ce qu'il faut absolument préserver dans tout ce qui s'en vient? Ben, tantôt, on parlait de clarifier le rôle. Donc, tu sais, il y a nettement une bouchée au niveau d'IA qui revient à la personne ou aux équipes RH, je pense que c'est de clarifier, c'est de le nommer et d'être assis autour de la table. Donc, Mhm. d'être capable d'en discuter. On disait tantôt, je nommais d'être l'architecte là, tu sais, d'implantation. C'est d'être capable de voir, bon, la capacité de l'organisation à s'investir là, dans un processus justement où on implante certaines façons de faire avec l'IA.
d'être capable aussi de gérer la résistance. Tu sais, je pense que la personne en ressources humaines va avoir ces petites antennes-là pour savoir quelle équipe est prête, quelle personne, ça va être peut-être un petit peu plus difficile, où on va devoir peut-être accompagner en individuel, d'avoir un genre d'analyse du portrait actuel et l'analyse de la capacité à naviguer dans cette prochaine transformation-là. Je pense que c'est un rôle qui est vraiment bien ancré chez le professionnel RH et que je recommande ce midi, évidemment, d'aller en avant-plan pour ça. On demande pas aujourd'hui à quelqu'un en ressources humaines d'être la personne, le master là, tu sais, qui va connaître l'IA. On n'est pas là. Je voudrais pas que les gens repartent ce midi en disant bon, je suis la personne en RH, puis là, ben, je dois être la personne qui va venir même aider les gens à l'utilisation. On n'est pas du tout là. Par contre, si vous jugez nécessaire comme individu en RH de vous familiariser davantage, bien sûr que tu sais, je vous invite à être curieux, à aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Mais si vous jugez pertinent que ce soit quelqu'un qui a de l'intérêt déjà des connaissances, un savoir lié à l'IA, ça peut être quelqu'un aussi que vous nominez ou que vous donnez une responsabilité supplémentaire. Donc, quand on parle d'architecte, c'est d'avoir ce portrait-là, puis de voir, et c'est peut-être pas moi en RH, c'est peut-être un collègue ou une collègue qui a un lien direct dans son rôle ou pas, mais qui a un intérêt marqué pour l'IA et des attitudes déjà bien ancrées. Et ça deviendra quelqu'un qui pourrait être aussi un acolyte, un confrère, consoeur de travail qui pourra vous aider à apporter là, ce niveau de changement-là. Donc, on parle de sensibilisation aussi, tu sais, là, oui, gérer la résistance, de voir les équipes, les individus qu'on aura à un petit peu plus accompagner, travailler le niveau de communication. Pour moi, c'est aussi une notion de prévention, de sensibilisation à ça, autant pour les risques qu'on a partagés tout à l'heure, tu sais, le partage de données, la confidentialité des données, la rigueur professionnelle quand on reçoit l'information ou le document de l'IA. Donc, pour moi, ça passe par ouvrir les canaux de discussion, d'avoir un espace précieux, sécuritaire, où on peut partager nos enjeux, nos essais-erreurs, les lacunes qu'on a pu constater lors de l'utilisation de l'IA. Chez nous, on a même un canal de communication qui est dédié à nos bons coups et moins bons coups en IA. Donc, ça nous permet d'avoir quand même un apprentissage continu, je dirais comme ça, un apprentissage collectif de l'utilisation, parce qu'on a quand même quelques bons pas de fait, nous, par rapport à l'utilisation de l'IA, mais on doit mettre une structure en place qui permet quand même de rapidement rebondir, puis de voir à comment on peut s'améliorer, puis que les gens se sentent surtout confortables de poser des questions, puis de pas se sentir vraiment le nul de l'équipe là, qui n'a jamais mis les mains là, dans l'IA, puis qui se questionne c'est qui Claude là, tu sais. Donc, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Donc, c'est de permettre à la culture de l'organisation là, d'évoluer, puis d'avoir des paramètres que les gens sont confortables. Je dirais que c'est le plus grand rôle des gens en ressources humaines par rapport à l'intégration de l'IA dans les Donc, équipes. d'agir comme un catalyseur dans ce changement-là. Évidemment, le professionnel RH, sans devenir un expert, doit connaître les différents systèmes, tout ce qui est sécuritaire ou pas de faire, peut justement inciter à l'adoption et à l'amélioration en mettant en place, bon, tu l'as parlé, d'un un canal, par exemple, pour échanger les bons coups, les moins bons coups sur l'IA, tout en assurant les gens que c'est un safe space puis que c'est correct de prendre des risques puis de faire des erreurs. On a entendu également dernièrement l'initiative d'une entreprise qui disait elle avoir mis en place des AI Weekly Challenge, donc des Mhm. concours hebdomadaires sur l'IA, ainsi que des Weekly AI Training sur une base volontaire. Donc, on force pas les employés, mais on les incite à avoir à venir puis à échanger. Il y a même possibilité de créer des programmes de mentorat, hein, donc entre nos experts IA à l'interne et ceux qui ont un petit peu plus de difficultés pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Chez nous, concrètement, chez Fox, bon, on est une entreprise technologique. Nos programmeurs, c'est pas vrai qu'ils vont être remplacés par l'IA. Au contraire, ils l'utilisent là, depuis déjà plusieurs mois.
mois pour aller plus vite. Mais leur plus grand collègue de travail, c'est devenu l'IA, c'est devenu Claude. Puis des fois, ben, même si c'est des gens qui n'ont pas besoin d'énormément de contacts sociaux, ils nous disent, écoute, Claude est bien gentil, là, mais je commence à manquer de contact humain. Là. Fait que des fois, de mettre deux personnes ensemble à accomplir une tâche avec l'intelligence artificielle, puis à essayer de trouver les meilleures pratiques, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place là, dans les organisations. Tout à fait. Puis on parle d'encadrement puis de politique. Je l'ai pas nommé, mais c'est une évidence que quand même, en RH, on est souvent le gardien hein, du guide, du manuel de l'employé, tu sais, de la mise à jour de politique. Bien sûr que ceux qui en ont pas ce midi, puis qui aimeraient évidemment emboîter le pas pour commencer à l'utilisation, je pense que en parallèle, il faut tout de suite penser à notre fameuse politique. Donc, il peut y avoir des beaux modèles, évidemment, sur le web, puis on pourra voir à partager certains trucs là, par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a le volet également là, au niveau de l'encadrement là, légal et tout qui est à tenir en compte pour les professionnels RH. Statistique puissante ici, ben, c'est 40% des gains de productivité de l'IA en RH dépendent de l'adoption par les équipes. Hein. Donc, je pense que le rôle du RH, c'est vraiment là, c'est de s'assurer de l'adoption, puis qu'on aille le plus vite possible par rapport à nos compétiteurs, si on veut. Maintenant, on va aller à notre prochaine question. Concrètement, qu'est-ce qui aide les professionnels RH à garder une longueur d'avance? Outils, cadres de référence, communauté standard, sur quoi les pros RH devraient-ils s'appuyer? Ben, d'abord, je pense que la prémisse de base pour moi, ce qui est important, c'est l'appétit qu'on va avoir, tu sais, d'aller au fond des choses par rapport à ça, la curiosité de s'informer, même si on est un peu réticent ou on prône pas nécessairement, tu sais, l'utilisation de ça. C'est correct, là. L'idée, c'est de savoir que dans l'équipe, peut-être qu'il y en a qui vont avoir une curiosité plus grande, puis qui vont venir poser des questions. Donc, on doit quand même connaître un minimum. Et ça va passer par notre niveau de curiosité. Et je pense que ceux qui vont se démarquer, c'est ceux qui ne seront pas les maîtres de l'utilisation, mais ce sont ceux qui vont avoir une lecture moderne de l'utilisation, qui vont avoir vu évidemment des enjeux que d'autres ont vécu, que ce soit des compétiteurs ou dans le marché du travail, puis ou qui auront vu des grands succès. Donc, de pas s'asseoir sur ses lauriers et de bien se positionner. Pour moi, ça va être un leader RH qui va avoir su s'adapter au contexte. Ensuite, je pense qu'il y a rien comme de faire des tests. Tu sais, puis sans se mettre une pression d'avoir que des coups de circuit, là. Tu sais, je pense que de tester, d'avoir droit à l'erreur avant d'entrer dans des fois des utilisations plus concrètes, plus formelles, il y a rien comme de l'utiliser, d'aller vraiment très champ gauche tantôt, puis très champ droit tantôt par rapport Hey, je peux-tu le questionner, Claude, sur telle affaire? Hey, j'essaie, je pense, est-ce que je pourrais lui demander ça? Est-ce qu'il pourrait faire le lien entre deux choses? Testez-le. Et si vous avez des questions, des inquiétudes, bien, je pense que c'est d'avoir un contact des fois externe ou un écosystème, tu sais, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, je pense que pour ceux qui sont avec nous ce midi, qui sentent justement que dans leur organisation, il y a vraiment personne qui a une bonne maîtrise et ou très peu d'intérêt, je pense que c'est bien de s'accoler à quelqu'un à l'externe, un partenaire, un collaborateur, un fournisseur, qui peut quand même vous donner l'art juste là, si vous avez des inquiétudes ou si vous faites des essais-erreurs. Je pense que ça peut être très, très profitable là, de le faire. Et pour moi, ben ça, encore là, c'est une curiosité, c'est des essais-erreurs et c'est comme ça qu'on va venir progresser et surtout se sentir confortable dans l'utilisation. Puis ça va baisser le niveau de stress, le niveau d'anxiété, puis de résistance dans les équipes de travail. Euh, Ensuite, dans l'ensemble des contextes que je vois où est-ce que les gens se démarquent bien, c'est quand, dès le jour 1, ils ont décidé d'avoir un encadrement, à défaut de me répéter, pardon, dans ce que j'ai dit d'entrée de jeu. C'est important de se positionner, même si on décide d'y aller très, très là, allègrement dans l'implantation ou encore au contraire qu'on décide d'y aller de façon plus modeste. Je pense que ceux qui se sont démarqués, c'est ceux qui ont donné leur juste dès le jour 1. Je pense que les équipes ont commencé à emboîter le pas et ont respecté le rythme de l'organisation puis de la culture. Et j'ai vu des beaux succès en lien avec ça, mais évidemment, la clé a été la communication puis a été la clarté dès le jour 1. Donc, pour moi, je pense que ce serait des éléments pour quelqu'un RH qui pourrait démontrer une belle capacité puis pourrait aussi tirer son épingle, pardon, du jeu.
On a aussi toute la notion de posture. Je pense que si d'emblée, aujourd'hui, vous nous entendez puis vous dites, ah, je suis peut-être pas moi l'agent de changement de mon organisation par rapport à ça, parce qu'on a tous des profils différents. On en a qui vont sauter pieds joints dans du Mm. changement, puis ils vont avoir vécu une inquiétude 2 minutes et demie, là. Alors que d'autres, quand il est question de changement, surtout de la technologie, vont vivre une inquiétude d'abord, mais ils vont avoir de la difficulté de se sortir de ce stress-là, puis de voir des opportunités derrière. Donc, on va avoir, je vais dire, un côté plus pessimiste, tu sais, euh, plus modéré, je dirais, par rapport à ça. Donc, c'est important de comprendre sa posture. Et puis, justement, on a élaboré une nouvelle formation qui s'appelle le Grand H, où on invite les gens, les professionnels RH et les gestionnaires à apporter un regard sur sa posture. Évidemment, on ne parle pas que de l'IA, mais on parle de sa posture dans le changement, dans la différence aussi dans les milieux de travail. Et je pense que ça peut être des initiatives de formation où on peut venir sensibiliser puis désamorcer des fois certaines résistances. Donc, puis ça permet aux gens justement d'avoir une agilité par rapport à la suite des choses les prochaines années avec ça, parce que c'est pas là pour s'en aller là. Fait que tu sais, ça Mm. déjà c'est la prémisse de base. On va encore avoir ça dans notre sphère professionnelle encore pour de belles et longues années, là. Donc, je pense qu'il faut se positionner dès aujourd'hui. Pour le reste de notre carrière, effectivement. Puis, tu as Oui. parlé rapidement d'une formation, d'une conférence, le Grand H. Je pense que c'est le bon moment d'en faire la promotion, là. S'il y a des gens qui souhaitent s'inscrire, comment ils peuvent procéder? Oui, sur la page de notre site web, là, gorh.co, on a la section formation et donc il y a un volet où la conférence signature a été effectivement positionnée. Puis il y a un bouton là, de demande d'information où on peut justement convenir d'une date ou quoi que ce soit. Puis elle est très bien détaillée d'ailleurs là, sur le site web. C'est une nouveauté qui prend en compte justement dans le contenu là, la nouvelle réalité des gestionnaires, des gens RH qui ont à transiger maintenant avec les technologies. Super. Puis tu sais, d'un côté du pendule, ben, on a des gens qui sont sceptiques par rapport au changement qu'amène l'IA ou en tout cas à son utilisation. Puis de l'autre côté, ben, on a des gens peut-être trop optimistes par rapport aux capacités de l'IA. Puis on le voit, là, c'est courant, puis il y a un terme pour ça, mais il y a vraiment un gap d'illusion, là, si on veut. Donc l'IA, c'est puissant, mais ça peut pas tout faire non plus. La meilleure façon ben, d'arriver au point milieu entre tout ça, ben, c'est de le tester, c'est de l'essayer. Puis au même titre qu'il y a eu des grandes transformations avec l'arrivée de l'Internet, avec la disparition des CD au profit de Spotify et ainsi de suite. Donc, c'est un autre changement majeur. Euh, Comment le rôle RH va-t-il évoluer, justement? Est-ce que, est-ce que justement, tu le disais tout à l'heure, là, un rôle de designer, d'analyste de la donnée RH et ainsi de suite, comment tu le vois évoluer, toi, avec ton flair, puis ce que tu connais de la profession et ce qui s'en vient? Mm. Ben, tu sais, ce qu'on remarque dans l'ensemble du marché du travail, dans l'ensemble des métiers, aujourd'hui, on s'adresse effectivement au RH, mais tous les métiers aujourd'hui auront à se questionner, à se repositionner sur comment on fait évoluer la pratique. On peut parler de graphisme, on peut parler d'architecte, on peut parler, il y a beaucoup de cursus scolaires aujourd'hui que les universités, les collèges font des refontes parce que Hmm. l'IA est aujourd'hui presque un outil éducatif aussi, là. Donc, faut savoir faire évoluer ça. Puis, il y a des métiers qui voient le jour, puis on n'a pas encore les ressources, là. Tu sais, on n'a pas encore les individus pour venir combler ces métiers-là, mais tout ça est en accéléré par rapport à l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, on a certaines données là, qui dit qu'une compétence technique avait une durée de vie à peu près d'une vingtaine d'années, là, grosso modo, là. Puis aujourd'hui, c'est même pas 2 ans, là, tellement que ça va vite. Donc, c'est sûr que si on se ramène au rôle RH, bien sûr là, qu'on va parler d'un rôle qui va être à la fois plus stratégique, où il va ramener vraiment le contact humain, la proximité avec les équipes, vraiment dans une belle règle de l'art. Tu sais, je pense que c'est là où on va davantage se situer. On parlait tantôt du nouveau rôle au niveau de l'analyse de données, vraiment, fait qu'on on veut faire partie de la parade. Puis à ce moment-là, ben, il va falloir justement démontrer de la volonté puis de la curiosité, de l'intérêt à savoir comment on va venir bonifier nos fonctions. Et je suis certaine que beaucoup de descriptions de postes vont devoir être mises à jour dans les prochaines années parce que clairement,
nécessairement il va y avoir des rôles plus techniques ou des rôles plus opérationnels qui seront aujourd'hui, je dis rôles, peut-être plus tâches, là, qui seront davantage joués par l'IA, ce qui fait que des postes d'entrée de fonction, par exemple pour des étudiants, des stagiaires, tout ça, il y a un certain risque, là, tu sais, nommons-le, parce que c'est souvent des tâches qu'on va faire là, à des gens qui sortent des bancs d'école. Maintenant, on peut peut-être avoir un agent IA qui va le faire. Donc, tu sais, ça l'amène à se questionner aussi pour ces éléments-là. On voit qu'il y a un léger taux de chômage un petit peu plus élevé chez les jeunes finissants, là, CRHA. Donc, encore là, c'est tous des petits indicateurs. Là, tu sais, oui, le taux de chômage en général est élevé, là, mais c'est des petites pointes d'indicateurs qui nous dit là, tout de même que l'IA commence à avoir un impact. Et c'est aujourd'hui, puis aujourd'hui, on est quoi? Là, on est plus de 300, là, de se questionner sur comment je veux me positionner dans l'organisation, c'est quoi mon niveau d'aisance que je veux atteindre avec l'IA, c'est quoi mon niveau de connaissance aussi que je veux atteindre avec l'IA, puis après ça, ben, comment je me développe, comment je mets ça en place, puis comment je peux arrimer justement l'équipe de direction ou l'entrepreneur. Des fois, on peut être dans une plus petite entreprise, évidemment, qui n'a pas nécessairement beaucoup de rôles de gestion, mais comment j'augmente cette crédibilité-là, puis comment je fais que toute cette nouveauté-là fasse partie aussi de la vision de l'organisation, puis pas être le cavalier seul, là, tu sais, puis l'agent du changement seul qui est envers et contre tous. Je pense qu'il y a quelque chose plus haut aussi qui doit être cohérent, puis qui doit venir entériner justement ce positionnement-là. C'est ce qui va être très important pour l'évolution du rôle des RH. Le temps file, on va poursuivre. Il nous reste deux questions. On va pouvoir ensuite aller dans vos questions. Il y a beaucoup de questions qui ont été lancées déjà, donc je vous invite à Super. poursuivre puis à en ajouter. Au niveau de l'évolution du rôle RH, ben, ce que j'en retiens, c'est que il va y avoir, oui, une disparition de certains rôles, mais une création de beaucoup d'autres. Puis là, ben, présentement, on est entre les deux, là, hein. On est dans cette mer turbulente-là. Donc, les choses vont se placer bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui va distinguer les leaders RH les plus performants? Si moi je suis justement un leader qui est en fait un professionnel RH qui commence dans la profession et je suis ambitieux, je veux me démarquer, ou encore je suis quelqu'un en plein cœur de ma carrière, mais qui veut rester à jour puis maintenir ses compétences puis sa valeur dans l'entreprise. Comment je peux arriver à me distinguer comme leader RH, qui vont être les plus performants là, finalement avec tout ça? Oui, ben, je pense que, tu sais, ça, c'est une belle question pour faire un résumé des différents traits, là, tu sais, de compétences qui vont être nécessaires. Tantôt, on parlait de la curiosité d'apprendre, d'aller au fond des choses. Donc, je pense que le volet apprentissage en continu va être vraiment important. Le fait d'apprendre dans l'erreur aussi, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure, là, Stéphane, d'essai-erreur. Donc, inévitablement, ça va faire partie du cursus d'apprentissage que de manipuler puis de tenter, là, d'aller un petit peu plus loin avec la machine. Ça, c'est sûr. On parle tantôt d'une capacité à analyser la donnée, de vraiment aussi d'aller avec un jugement critique par rapport, on parle aux données, mais par rapport à tous les rendus, tu sais, qui va sortir là, de l'IA. Donc, jugement critique, on va parler d'adaptabilité aussi. On parle de volets plus pédagogiques, d'apprentissage qui va être vraiment intéressant. Puis c'est sûr d'être capable d'aller dans un levier stratégique. C'est sûr que ceux qui m'entendent puis qui me disent, hey, moi, je suis en début de carrière, la stratégie, je sens que c'est pas des rôles accessibles pour le moment avec moi, pour moi. Ben, je vous dirais avec maintenant l'accessibilité de la donnée, la capacité que l'IA peut vous amener un projet à un autre niveau. Je pense que vous êtes chanceux parce que vous allez atteindre la stratégie beaucoup plus Hmm. vite que quelqu'un qui, moi, quand je me remonte on le disait tantôt, là, mais tu sais, 21, 22 ans dans le domaine, où est-ce qu'au début, tu sais, on les a ouverts, nos livres, puis tu sais, on avait vraiment à s'intéresser, à éplucher la littérature, tu sais, pour aller plus loin dans nos réflexions, par exemple, de gestion du changement ou de règlement de conflits ou d'enjeux humains, alors que là, aujourd'hui, il y a l'accessibilité de la donnée qui donne une courbe d'apprentissage et de croissance professionnelle très, très accélérée. Puis pour moi, je trouve qu'il faut le voir comme une force, puis il faut bien utiliser ça avec un beau jugement, avec de l'éthique aussi professionnelle, puis c'est comme ça que les gens vont se démarquer. Super. Et dernière question pour toi, Pamela, aujourd'hui. Pour ceux qui débutent, quel serait ton principal conseil et par où commencer? Ben, je pense qu'il faut pas faire l'erreur là, que d'aller chercher tout ce qui existe, là. Je pense qu'il faut quand même essayer de faire un topo de
c'est quoi la réalité, qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qui répond plus à notre culture, mais aussi à notre organisation, notre secteur d'activité, puis les tâches aussi, puis les responsabilités qu'on a. Donc, du moment où on a une belle analyse de ça, ça nous permet de voir en phase 1 qu'est-ce qu'on a le goût d'intégrer, puis de faire des tests, là, comme on le disait tout à l'heure. Évidemment, je recommande que si on décide de joindre l'intelligence artificielle à nos procédures, nos procédés, puis nos activités quotidiennes, c'est de tout de suite encadrer, communiquer, d'avoir notre politique. Ça, je pense que c'est un no-brainer là, par rapport à ça. Puis d'avoir un canal de communication ou un espace pour être capable d'échanger avec l'équipe de travail, de partager les bons coups, les petites victoires, les succès, parce qu'on a toujours on a toujours des postures aux antipodes, là. Tu sais, certains qui vont dire que ça va abrutir l'humain, alors que d'autres vont dire qu'ils atteignent des sommets qu'ils n'ont jamais atteints dans leur travail. Donc, tu sais, je pense qu'à l'intérieur de ça existe la vérité, là. C'est pas ni à gauche ni à droite toujours, là. Mais quand même, je pense que c'est important de le voir avec un certain niveau d'optimisme, ce qui nous aide drôlement à avoir une énergie plus positive, à être engageant, mobilisant aussi pour les équipes de travail, de choisir nos messages clés, puis de convenir d'étapes aussi où que les gens vont pouvoir se voir à long terme avec vous dans ces projets-là de transformation qu'on va dire numérique ou d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens se fidélisent puis s'engagent volontairement avec nous dans ces projets-là. Et pour ça, je pense que la posture de la personne RH va être vraiment la clé du succès par rapport à ça. Que vous soyez 100% l'architecte de ce changement-là ou que vous faites partie du comité de changement, peu importe le niveau de rôle ou le pourcentage que cette responsabilité-là vous revient. Je pense que le mot de la fin, c'est que vous devez d'avoir une posture Hmm. qui répond à cette vision-là du futur. Et c'est notre rôle, je pense, d'avoir cet appétit-là, d'aller au fond des choses, puis d'être capable d'être suffisamment curieux pour être un acteur qui amène des changements positifs dans les milieux de travail du Québec. Fait que, bref, c'est une belle conclusion positive, remplie de lucidité. On va sauter dans les questions. Moi, j'ai hâte, Pamela, je te dirais dans 6 mois ou dans un an, quand on va refaire un webinaire, mais cette fois sur des éléments plus concrets. Le but aujourd'hui n'était pas de tomber dans les bits and bytes, puis de vraiment se mettre les mains dans l'IA, mais plutôt de parler du rôle RH en lien avec les changements puis les perturbations occasionnées par l'IA. Donc, on a mis les bases. Prochaine fois, bon, on se fera un plaisir de vous donner des exemples. D'ailleurs, chez Fox, on a intégré dans la dernière année des composantes IA dans notre ATS, dans notre volet recrutement. On va en ajouter très prochainement dans le volet RH. Donc, ceux qui sont clients parmi vous pourront en bénéficier. J'ai une question à vous envoyer, public. Je la lance à l'instant. On aimerait vous entendre. Donc, la tâche pour laquelle l'IA est devenue essentielle. Quelle est la tâche pour laquelle l'IA est devenue essentielle dans votre quotidien RH? Donc, on a mis plusieurs choix de réponses. Vous pouvez donc en choisir plus d'un. On a entre autres rédaction, amélioration de communication, qu'on parle de courriel, notes, annonces, réponses aux employés, rédaction et optimisation d'affichage de postes, présélection, tri de CV. On a tout ce qui est préparation d'entrevue, des grilles de questions, mise en situation, création de contenu de formation et d'accueil, onboarding, rédaction de politique, procédures, documents RH, tout ce qu'on doit valider légalement, synthèse et compte-rendu. Donc ça, c'est très puissant, hein. On utilise des outils comme Granola AI pour nous aider. Brainstorming, conseil stratégique, tout ce qui est rétention, culture, marque d'employeur, analyse de données RH, et enfin, soutien aux gestionnaires et coaching. Donc, on voit les réponses rentrer. On va vous laisser encore quelques instants. Il y avait quand même, c'est une question bien chargée avec beaucoup d'éléments de réponse. On veut surtout voir les ratios puis voir un petit peu qu'est-ce qui occupe votre quotidien là, avec l'IA. Donc, je laisse encore quelques instants. Super. Donc, on va fermer le sondage. On a quand même une bonne idée. Donc, je vous partage les résultats. Tiens, on va les regarder ensemble. Est-ce que Pamela, vous voyez mon écran toujours?
Oui, mais moi, de mon côté, par contre, Stéphane, je vois pas les résultats du Ah, OK, sondage. c'est ça. Ben, je vais vous les partager dans ce cas-là. Donc, parfait. Ben, en fait, en première place, à 77%, on a tout ce qui est rédaction et amélioration de communication, courriel, notes, annonces, réponses aux employés. Je pense que c'est assez évident, effectivement. C'est comme ça qu'on a commencé à l'utiliser. Ensuite, à 60%, on a la rédaction de politique, procédures et documents RH, tout ce qui doit être validé légalement. Donc, ça peut être un bon premier jet avant de le mettre dans les mains d'un avocat en droit du travail, par exemple. Ensuite de ça, à 48%, on a la rédaction et l'optimisation d'affichage de postes, donc qui est quand même assez élevé. On a la synthèse et compte-rendu à 47%. Et enfin, la préparation d'entrevues, grille de questions, mise en situation. Euh, pour ce qui est des autres catégories, là, ben, ça jouait entre 15%, entre 6% et 30%, là. Mais le moins important actuellement, là, ou le moins utilisé, c'est la présélection et le tri de CV, qui est quand même tout de même intéressant parce qu'on voit il y a beaucoup de fournisseurs en IA dans le domaine RH qui concentrent leurs énergies sur ça présentement. Allons-y avec des questions du public. Donc, est-ce que tu étais surprise, toi, Pamela, par les résultats? Non, vraiment, le top 3, je m'attendais à quelque chose comme ça, mais je suis contente, ça vient confirmer un peu ce que je vois sur le terrain, là, que les gens ont commencé plus naturellement, je dirais, à l'utiliser. Super. Bon, au niveau des commentaires, là, juste pour te faire rire un petit peu, on avait Maxime qui disait Go, 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 Pamela. Il t'a dit ça au début de la rencontre. Fait que J'avoue. t'as un trooper. Allons-y avec les questions. Puis merci à tout le monde hein, pour votre intérêt. Vous êtes restés en grand nombre tout au long de la présentation. C'est bon signe. On espère que vous avez tiré des informations intéressantes. Donc, on a Francis qui demande, on sait que dans beaucoup d'organisations, développer une politique peut être long et la faire approuver encore plus à la vitesse de développement de l'IA. Est-ce qu'avoir une politique pour encadrer est vraiment la solution ou devrions-nous pas développer le sens critique et des formations d'utilisation en continu pour suivre l'évolution? Ben, c'est une super question, Francis, parce que je pense que c'est pas l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut avoir la politique qui nous permet d'avoir quelque chose de plus encadrant, qui nous permet effectivement des fois d'encadrer ou de recadrer plutôt quand quelqu'un l'utilise pas de la bonne façon. Donc la politique va servir à légitimiser des fois les interventions qu'on va devoir faire, mais sans aucun doute que la formation, elle est plus qu'essentielle. Donc, on doit venir développer ces compétences-là, que ce soit technique ou le savoir-être aussi par rapport à l'utilisation de ça. Fait que moi, je pense que la recette là, qui risque d'être gagnante, c'est clairement les deux, de joindre les deux. Et Stéphane, si tu me permets, Oui, j'ai trouvé une autre question que ben je oui. trouvais intéressante. Puis c'est vrai qu'on en a, on a glissé rapidement, mais pas à 100%. Quand on parlait des billets, Mhm. tu sais, on a effleuré le jugement, là, évidemment, professionnel et tout, mais on a quelqu'un qui nous pose la question par rapport à, bon, on voit qu'on l'utilise beaucoup, là, en RH au niveau du recrutement, effectivement, qu'on parle de tri de CV, qu'on parle de, justement, tu sais, de même de préqualification, des fois, qui se fait par l'intelligence artificielle. Il y a des biais qu'on doit vraiment se prémunir pour pas que ce soit un parcours trop linéaire. Puis, tu sais, des fois, je donne l'autre côté de la médaille parce que aujourd'hui, quelqu'un en ressources humaines a aussi besoin d'avoir vraiment, d'avoir le jugement très aiguisé aussi quand on reçoit des CV, des lettres de motivation qui sont comme wow, spectaculaires maintenant, puis qu'au final, quand on rencontre le ou la candidate, tu sais, clairement, on voit qu'il peut y avoir eu un bon coup de pouce fait par l'IA. Donc, des fois, il y a des décalages. Donc, tu sais, je pense que le défi est d'un côté comme de l'autre. Le candidat veut pas passer sous la loupe, mais en même temps, pour les recruteurs ou les professionnels RH, ça devient très ardu là, de démêler ce qui a été fait plus naturellement par les candidats, puis au contraire, là, quand ils ont été supportés. Donc, il y a différents biais qu'on doit être vigilant dans les équipes de sélection là, puis de recrutement pour être certain là, on a une belle analyse au final là, dans tous nos cursus là, puis nos processus de recrutement. Parfait. Euh,
En passant, oui, vous allez recevoir l'enregistrement, mais également un résumé des points clés. Comme tel, là, tu sais, on n'a pas fait une présentation avec beaucoup de diapositives et de contenu. On voulait que ça soit davantage en mode on y va comme ça vient. Maintenant, ça va être grâce à l'intelligence artificielle, justement, on va vous faire un recap fort intéressant. Pamela, tu avais ciblé une autre question, je crois. Oui, ben en fait deux autres. Une qui est plus ou moins une question, mais des gens qui demandent de répéter le site où il y a le grand Oui. H, la conférence pour la posture là, du gestionnaire et de la personne RH. Donc, c'est www.gorh.co dans la section formation où est-ce que vous allez retrouver le grand H, la conférence signature et vous pourrez là, suivre le lien pour poser vos questions en lien avec ça. Et la deuxième, c'est au niveau de la sécurité des données. Mm. Donc, évidemment que, tu sais, même nous, on s'est fait accompagner, on s'est fait conseiller, puis analyser là, notre, euh, je veux dire, parc au niveau de nos systèmes, déjà, qu'est-ce qu'on a en place là, par rapport à l'informatique. Faites-vous accompagner par rapport à la sécurité des données. Tu sais, je pense que quelqu'un, une firme ou un cabinet en informatique vont pouvoir vraiment bien analyser ça avec vous pour être vraiment sécuritaire là, par rapport à ces éléments-là. Puis ça demande parfois même une réécriture de votre loi 25 en passant. Donc, si vous avez passé par le juridique là, pour rédiger votre politique sur la loi 25, peut-être juste réouvrir là, cette politique-là pour vraiment s'assurer là, qu'on touche tous les sphères. Là. Mais moi, c'est ma meilleure recommandation pour ce qui est de la loi 25. Là, faites-vous accompagner. Je pense que c'est l'idéal. Puis ça dure pas très longtemps comme démarche. Il y a Natalia qui demande, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'utilisation pratique de l'IA dans Folks? Ben, absolument. Au niveau de notre volet recrutement, on a l'analyse intelligente de CV. Quand vous glissez un CV, l'intelligence artificielle va l'analyser, va extraire certaines compétences, certains champs d'information pour vous éviter d'avoir à ressaisir la donnée manuellement. Sous peu, on va ajouter dans le volet recrutement la capacité de se faire accompagner dans la rédaction d'offres d'emploi. Tu sais, on le voyait tout à l'heure, là, la rédaction d'offres d'emploi, ça faisait partie des tâches les plus utilisées, justement. Puis c'est certain que les réponses que vous nous avez fournies aujourd'hui vont nous aiguiller là, pour la suite de nos développements. Donc, merci beaucoup, Natalia, pour la question. Euh, hum, hum, hum. Cer- Quelqu'un demandait quels sont les outils que vous utilisez pour l'IA en recrutement. C'est Cynthia qui demandait ça et je vous invite tous et chacun à partager les outils que vous utilisez via le Oui, chat. c'est un bon point. Je pourrais en nommer quelques-uns. J'ai la capacité de voir là, ce que vous écrivez dans le chat, donc je vais les lire avec grand plaisir. Sinon, parfait. Donc ça, Ça ça a parle beaucoup été. de sécurité, hein, des données, c'est évident. C'est comme la crainte. Hein. J'avais un client qui était dans le réseau de la santé là, cette semaine, puis qui nous questionnait sur la formation qu'on a de l'utilisation de l'IA en RH. On a une formation de 3 heures. Puis ces questions étaient nettement là, autour là, de la sécurité des données, Hmm. évidemment par la fonction, le secteur d'activité plutôt de l'organisation qui était dans le domaine de la santé. Donc, Ben, au niveau voilà. sécurité, c'est certain que je vous dirais, prenez des comptes entreprises. Bien évidemment, ne permettez Oui. pas à vos employés d'utiliser des comptes personnels, que ce soit ChatGPT, Claude ou peu importe. Ça, c'est hyper important. Au niveau des clés d'API, entre autres, assurez-vous que dans les différents systèmes que vous utilisez, les clés d'API sont contrôlées par des administrateurs ou des gens digne de confiance parce que si quelqu'un n'a pas le bon rôle ou la bonne permission, quelqu'un que vous souhaitez pas qui ait accès à votre clé d'API peut la prendre et la connecter dans un cloud ou un chat, à ce moment-là, les dommages peuvent être très grands parce que là, ils peuvent questionner l'intelligence artificielle pour aller chercher une panoplie d'informations au sein de vos systèmes. Et imaginez s'ils le font avec un compte public, là, ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses. Hum. On a des questions en lien, Stéphane, puis ça pourrait nous donner une bonne idée pour une autre jasette ensemble, comme on aime bien le faire là, quelques fois dans l'année, mais beaucoup demandent
d'utilisation concrète dans différents volets RH. Qu'est-ce que je Oui. pourrais demain matin implanter dans différents volets. Donc, effectivement, on est allé moins là ce midi là, dans toutes les tâches RH, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui existe sur le marché. Mais note à nous-mêmes, je pense qu'une phase 2 pourrait être intéressant de Oui. tomber vraiment dans une discussion qui est de l'ordre de l'opérationnel, là, un petit peu plus. Là. Oui. Alors, merci de votre intérêt, ben, d'ailleurs, à vouloir aller rapidement dans l'utilisation, les bons choix d'outils. Ça démontre quand même votre curiosité. C'est apprécié. 100%. Puis, tu sais, on est tous s'adapter à ces changements-là. Et oui, on pourra le faire. D'ailleurs, on ajoute des modules, mais on voit aussi ce que les clients nous demandent de plus en plus. Euh, Quelqu'un mentionne Fireflies AI, donc pour l'enregistrement de rencontres, le résumé de rencontres, etc. Granola AI en est un aussi. Euh, donc, on termine avec une dernière question parce qu'il arrive, il est déjà maintenant 1 heure. Est-ce qu'il y en avait une en particulier là, que tu aurais aimé répondre, Pamela, avant qu'on termine tout Euh, ça? pour moi, on avait quand même bien répondu. Je les regarde encore. On a beaucoup de lois 25. On a des Oui, questions très techniques sur les choix d'appli. Après, on avait la politique aussi. Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que c'est un choix optimal de faire ça dès le jour 1? On a répondu tout à l'heure. Moi, je pense que ça fait bien le tour, ça fait Stéphane. bientôt, hein? Bon, Oui, ben allons-y comme ça. Donc, merci à tous pour votre temps. Vous allez recevoir une copie de l'enregistrement et on se dit à la prochaine avec un webinaire encore plus concret, phase 2 là, dans 6 à 12 mois. à très bientôt. Merci tout le monde. Merci, Pamela.